j'ai introduit le schéma d'une économie fermée et je vous ai expliqué que dans ce modèle de l'économie fermée que je me suis donné, qui était quand même très simple, extrêmement simple, il y avait quand même beaucoup trop d'équations, donc simple mais pas assez simple à mon goût. Et pour avancer dans l'étude des propriétés de ce modèle, j'ai suivi la méthodologie et même la tradition, je dirais, la méthodologie usuelle, c'est-à-dire que j'ai focalisé mon attention à ce que j'ai appelé le cœur du modèle. Le cœur du modèle, il se résume à 3 équations, uniquement 3 équations, avec 3 variables endogènes qui sont Y, R et P, c'est-à-dire la production, le taux d'intérêt et le niveau général des prix. Vous avez dans ce cadre l'expression de ce cœur du modèle et j'ai exploré le premier cas que j'ai distingué, puisque j'ai distingué 3 cas, 3 options possibles. La première option, c'était Y égale Y bar, c'est-à-dire j'ai exogénéisé la production et j'ai étudié les propriétés de ce modèle sous cette hypothèse. C'est donc un cas particulier du modèle, ou un régime particulier. Derrière cette hypothèse, j'ai retrouvé quelque chose qui est très connu, que vous connaissez, qui est le modèle classique. Pour moi, ce serait le régime classique, ou régime de prix flexible. Maintenant, je vais franchir un nouveau pas, je vais aborder la section 3, qui est intitulée prix fixe, ou encore le modèle ISLM. Je suis sûr que vous avez entendu parler du modèle ISLM. Mais là, on va le retrouver encore une fois comme un cas particulier du modèle général que j'ai introduit dans la première partie de la première section de ce chapitre. Le modèle classique, aussi intéressant et aussi beau soit-il, nous laisse au bout d'un certain moment assez insatisfaits. Pourquoi ? Parce qu'on pose comme hypothèse que la production est toujours égale à la capacité de production. Donc on pose comme hypothèse qu'on est toujours en situation de plein emploi. Évidemment, au bout d'un certain moment, ça nous met dans un état d'inconfort, puisqu'on est, comme vous le savez, toujours interpellé sur comment faut-il faire pour sortir du chômage, par exemple. Enfin, on est quand même gêné par le fait qu'on est toujours dans le modèle classique en état de plein emploi, et c'est très embêtant. Il faudrait pouvoir répondre aux questions qui concernent notamment le chômage. Là, d'une certaine manière, on va prendre le problème à bras-le-corps. On va faire une hypothèse alternative qui va permettre de dire quelque chose d'intéressant, notamment pour la politique économique, sur les situations de sous-emploi, par exemple. Donc, on va considérer cette hypothèse alternative. On suppose maintenant que les prix sont fixes. Et on va voir que la conséquence qui va sortir de cela, c'est qu'il peut y avoir un écart entre la demande et l'offre, puisqu'il n'y a plus d'ajustement par les prix possible à partir du moment où les prix sont fixes. Et en particulier, c'est très facile de comprendre qu'il peut y avoir, notamment sur le marché du travail, que je n'ai pas encore introduit, mais qui est derrière, si vous voulez, la réalité que j'appréhende à travers le marché des biens, c'est-à-dire est-ce que la production est égale à la capacité de production ou est-ce que la production est en dessous de la capacité de production. Alors, elle peut être aussi au-dessus. On verra. Pour le moment, on n'a pas encore, discuté cette question. Donc, c'est un petit peu une question que je laisse
à plus tard. En réalité, je vais l'aborder pleinement dans le chapitre 2. Mais je peux déjà comprendre qu'il y a une capacité de production et qu'en particulier, si les prix ne s'ajustent pas, on peut se trouver dans une situation qui est un équilibre, où la production est inférieure à la capacité de production. Donc, je vais poser P égale P bar, et je reprends le cœur du modèle, et je remplace P par P bar. Et il n'y a plus que deux variables à déterminer, c'est Y et R, c'est-à-dire la production et le taux d'intérêt. Et effectivement, une fois que j'ai fait ça, je reconnais dans ces deux équations le modèle ISLM. C'est bien le modèle ISLM que je fais apparaître grâce à cette hypothèse. Alors, la première équation, on a l'habitude de l'appeler IS, mais on va vraiment préciser les choses. C'est tout simplement l'équilibre sur le marché des biens tel qu'il se produit sous l'hypothèse P égale P bar, puisque là j'ai deux équations qui vont interagir. C'est au fond exactement la même que dans le cas classique, mais la différence c'est que, évidemment, Y n'est pas constant. Y n'est pas constant. Y peut varier. Et l'équilibre sur le marché de la monnaie, il fait apparaître explicitement le fait que P devient constant, fixe si vous voulez, ou exogène. Et Y, bien entendu, est dans ce cas endogène. Alors, je voudrais quand même prendre la précaution de redéfinir ces relations IS et LM. Il y a souvent une difficulté chez vous pour comprendre ce que c'est. Dire, bon, vous tracez des courbes, IS et LM, mais quand on vous demande qu'est-ce que c'est que la courbe IS, souvent la réponse ne vient pas. Qu'est-ce que c'est que la courbe IS? Si on veut la définir rigoureusement, la relation IS, qu'est-ce que c'est? C'est la relation entre Y et R qui résulte de l'équilibre sur le marché des biens. Et qu'est-ce que c'est que la relation LM? Eh bien, la relation LM, c'est la relation entre Y et R qui résulte de l'équilibre sur le marché de la monnaie. Cette relation-là, elle existe dans ce cas, mais elle n'existe pas dans le modèle classique, puisqu'on a maintenu Y constant. Donc si on maintient Y constant, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre Y et R. D'accord? Alors qu'ici, il y a une relation entre Y et R. C'est pour ça qu'on peut parler de relation IS et LM dans ce cas, et dans le modèle classique, on ne peut pas parler de relation IS et LM. On peut parler, dans les deux cas, d'équilibre sur le marché des biens et d'équilibre sur le marché de la monnaie. Ce sont les mêmes relations, finalement, mais avec des hypothèses particulières, en plus. Alors, il y a une autre remarque qui arrive tout de suite, c'est qu'on regarde le modèle ISLM tel qu'il se présente ici, et la première chose qu'on voit, c'est que les deux variables endogènes Y et R interviennent dans les deux équations. C'est bien ce qu'on dit, puisqu'on parle de relation IS et de relation LM. Les deux variables endogènes, Y et R, interviennent dans les deux équations. Et donc, on n'a pas, comme dans le cas du régime classique, cette récursivité remarquable qui nous simplifiait les choses. Il n'y a pas de récursivité dans ce modèle réduit à deux équations ici, mais il y a une interaction entre les deux marchés. Le niveau de la production et le taux d'intérêt sont déterminés simultanément par les deux marchés. Et évidemment, ça ne nous permet plus de raisonner comme on le faisait dans le modèle classique, en commençant par un marché, en déterminant une variable, et puis l'autre à partir du second marché. Ça, ce n'est pas possible dans le modèle ISLM. Donc il faut résoudre un système d'équations, un système de deux équations à deux inconnus, à deux variables endogènes. Je vais reprendre le diagramme
ISLM, ce qu'on appelle le diagramme ISLM. C'est une chose qui est extrêmement connue, vous connaissez ce diagramme, bien entendu. C'est un diagramme qui permet de représenter la situation d'équilibre comme le point d'intersection entre les courbes IS et LM. Eh bien, c'est la solution en Y et R des deux relations, du système des deux relations que je viens d'introduire dans la diapositive précédente. Alors, je rappelle que les courbes IS et LM ont des propriétés très caractéristiques et très connues. La propriété principale, qui est celle que j'utilise tout le temps implicitement dans les raisonnements que je vais faire, la courbe IS est à pente négative. La courbe IS est à pente négative, donc vous la voyez ici, elle se présente comme ceci, dans le plan RY. Alors attention, les variables qui sont sur les axes du diagramme ISLM, c'est le taux d'intérêt et la production, c'est-à-dire les deux variables endogènes du modèle ISLM. Évidemment, il ne faut surtout pas mettre les prix. Les prix sont exogènes, c'est une constante. C'est une erreur qu'on voit, souvent. Donc ça, c'est une incompréhension fondamentale. Ce n'est pas simplement, disons, une étourderie. C'est une incompréhension fondamentale de ce que c'est que le modèle ISLM. Donc ce modèle ISLM détermine R et Y à partir de deux équations qui ne sont pas séparées, qu'on ne peut pas séparer, qui sont en interaction. Équations simultanées. Donc le diagramme ISLM que vous voyez ici, il fait apparaître les propriétés connues de ces relations, ces courbes. La courbe IS est à pente négative et la courbe LM est à pente positive. Et ça c'est un premier point. On peut calculer, et vous devez pouvoir retrouver par vous-même, les formules, les expressions des pentes des courbes IS et LM. Eh bien, vous les avez ici. C'est évidemment après linéarisation, les pentes des courbes IS et LM. Ce sont des formules qui font intervenir les dérivées premières des fonctions h et l. Parce qu'il faut évidemment prendre les équations, les linéariser et traiter le cas où il y a une relation entre y et r. Regardez la dérivée de cette relation entre y et r, entre r et y, comme vous le souhaitez. Donc ici, c'est r qui est en ordonnée et y qui est en abscisse, c'est l'usage, je respecte l'usage là, on peut faire l'un ou l'autre, mais l'usage c'est cette présentation-là, et l'expression des pentes qui est indiquée dans ma diapositive correspondent à cette présentation. Vous devez retrouver par vous-même l'expression de cette pente. Vous avez à votre disposition, maintenant, depuis hier, j'ai mis une petite annexe sur Moodle qui est intitulée « Calcul des multiplicateurs » et vous pouvez reprendre et travailler ces calculs qui sont présentés dans cette annexe et vous assurer que vous êtes capable de retrouver par vous-même les multiplicateurs et notamment aussi les pentes des courbes IS et LM. Pourquoi je dis que... comment je peux dire que j'ai une pente négative pour IS et une pente positive pour LM? Je ne peux pas le dire si je ne calcule pas explicitement les pentes. Et lorsque je calcule explicitement les pentes, lorsque je donne l'expression des pentes, je vois par exemple que la courbe IS, la pente de la courbe IS, c'est le rapport 1 moins HY sur HR. Or, 1 moins HY est positif. Pourquoi? Parce que HY est compris entre 0 et 1. Et HR est négatif. Donc la pente est négative. Et pour LM,
il y a aussi un raisonnement comme ça. La pente de la courbe LM, c'est moins LY sur LR. LY, c'est positif. Et donc la dérivée de L par rapport à Y est positive. La dérivée de L par rapport à R est négative. Il y a un moins devant. Et donc, ça nous indique tout de suite que cette pente est positive. Maintenant, je vais donner des indications sur ce qui se passe lorsqu'on fait varier les variables exogènes. Les variables exogènes qui sont, je vous le rappelle, dans ce cas comme dans les autres cas, G, M et T. Donc les dépenses publiques, la masse monétaire et les taxes en volume. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait varier ces variables exogènes qui sont justement les instruments de politique économique? Ça déplace les courbes, ça déforme les courbes IS et LM, puisque l'expression, si vous regardez les courbes IS et LM un peu plus haut, vous voyez que dans l'expression de ces relations IS et LM, évidemment, les trois variables interviennent, les trois variables exogènes interviennent. Et donc, lorsqu'on fait varier ces variables exogènes, ça déplace les courbes IS et LM, ça déforme les courbes IS et LM dans le plan RY. Et on montre très facilement, et vous devez vous assurer que vous êtes capable de retrouver ce résultat, que lorsque on augmente les dépenses publiques, c'est-à-dire on fait l'hypothèse DG positif, eh bien ça déplace la courbe IS en haut et à droite, suivant cette flèche, l'indication de cette flèche, ça déplace la courbe IS en haut et à droite. Lorsque on augmente les taxes, ça déplace la courbe IS en bas et à gauche. Dans les deux cas, la courbe LM reste inchangée puisque dans la courbe LM, dans la relation LM, n'interviennent ni G ni T. Donc ça ne change pas. En revanche, lorsqu'on augmente la masse monétaire, eh bien, la courbe IS ne change pas, elle ne varie pas, elle ne se déplace pas, mais la courbe LM se déplace ou se déforme, elle se déplace en bas et à droite, comme indiqué par la flèche qui est ici. Ça, c'est très connu. C'est extrêmement connu. Vous savez ça. Peut-être que vous ne vous souvenez pas très bien de ces choses, mais bon, il faut les remettre en mémoire et il faut consolider ces résultats par une connaissance approfondie de ce modèle, pas seulement par un apprentissage par cœur. Ça n'a aucun sens d'apprendre ça par cœur. Par exemple, pour passer un examen. On ne prend pas ça pour passer un examen. Alors, j'ai ici, juste après, introduit un encadré qui est intitulé « Calcul des multiplicateurs du modèle ISLM », qui est farci de formules. Mais là encore, il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Et c'est un petit peu pour vous mettre au contact avec la méthodologie que je vais être amené à suivre. En fait, ce n'est pas par choix. C'est parce que, et vous allez vous en rendre compte assez rapidement, il y a des questions auxquelles on peut répondre graphiquement et d'autres questions auxquelles on ne peut pas répondre sur la base uniquement de l'étude du diagramme ISLM. Alors, il se trouve que les questions qui se posent effectivement dans une situation opérationnelle, professionnelle, ne relèvent pas, ou très rarement, d'une analyse graphique. Donc, si on ne connaît que le diagramme, eh bien, on n'a pas
une maîtrise opérationnelle de ce modèle ISLM. Bon, il y a d'autres raisons aussi, c'est que, encore une fois, cette méthodologie est générale, et donc, si on ne connaît pas cette méthodologie, non seulement on ne connaît pas le modèle ISLM, mais on ne peut pas traiter les autres cas qui relèvent de la même méthodologie. Donc, j'ai, un petit peu de manière exceptionnelle, introduit une diapositive avec des formules, mais vous retrouverez ces formules dans l'annexe mathématique calcul des multiplicateurs, avec une présentation qui est plus conforme, disons, aux usages analytiques. Ça, c'est un peu un encadré à la manière d'une présentation PowerPoint. Et cette présentation est très simple. J'ai repris les étapes du calcul des multiplicateurs que j'ai indiqué dans la partie introductive. Lorsque j'ai traité de la résolution des modèles, et notamment de la résolution des modèles statiques, je vous ai donné une marche à suivre. Attention, parce que les recettes, c'est toujours... il faut les connaître, mais il faut les comprendre surtout. Donc, c'est une recette, c'est une marche à suivre. Si vous suivez cette marche, vous arriverez sans doute au résultat, plus ou moins péniblement. Mais ça ne suffit pas, il faut comprendre aussi les résultats. Alors, la marche à suivre, elle est très simple. Je rappelle, qu'est-ce que c'est? Il faut mettre le modèle sous sa forme canonique, c'est-à-dire g de y et de x égale 0. Je reprends ici les formulations de l'introduction. Linéariser le modèle, c'est-à-dire l'écrire sous une forme linéaire par rapport à dy et dx. Je reprends là encore les notations de l'introduction. Inverser le jacobien, c'est-à-dire inverser la matrice J qui multiplie le vecteur dy, des variables endogènes, et calculer le produit moins J-1A. Moins J-1A, c'est le produit qui vous permet, l'opération qui vous permet de calculer, de parvenir à la matrice des multiplicateurs. Alors, cet encadré, il présente explicitement ce calcul que vous devez être capable de refaire. Donc, le modèle, il est déjà sous sa forme g de y et de x égale 0, donc ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Donc, on le reprend tel quel. On linéarise le modèle. Voici sur cette diapositive l'expression matricielle du modèle structurel, c'est toujours le modèle structurel, avec organisé pour, disons, faire l'opération qu'on doit faire, c'est-à-dire en séparant dy et dydr, c'est-à-dire la partie qui est constituée par la partie donc, de ce système linéaire qui comporte les variables endogènes et la partie qui comporte les variables exogènes, ici, dg, dm, dt, mais il y a aussi une variable exogène de plus, ici, c'est p. L'écriture que je viens de faire apparaître, c'est la forme linéarisée exprimée matriciellement, mais vous pouvez, n'êtes pas obligé d'exprimer matriciellement, c'est juste pour se préparer au calcul. C'est la forme linéarisée du modèle ISLM. Ça n'est rien d'autre que la linéarisation du modèle ISLM. Qui, évidemment, n'est pas, au passage, vous avez compris, un modèle linéaire. C'est un modèle non linéaire. Et la seule chose qu'on connaît de ce modèle, les seules informations qu'on connaît, c'est le signe des dérivés. Oui, et une petite information de plus, c'est qu'on a supposé que HY est compris entre 0 et 1. Voilà. C'est tout ce qu'on connaît. Et ça va suffire pour dire un tas de choses.
Alors, si vous rajoutez des choses, c'est bien, mais ça suffit. C'est des ingrédients minimums pour faire apparaître toutes les propriétés de ces modèles, et en particulier du modèle ISLM. Donc, troisième étape, inversion du jacobien, ça commence par l'écriture du déterminant du jacobien. Voilà le déterminant du jacobien. Et je ne vais pas rentrer dans la technique, hein, mais le premier sinégal, voilà, déterminant du jacobien, c'est delta, donc c'est cette expression-là. Et je vais introduire une expression, disons, qui va m'aider à présenter les formules. Je vais faire apparaître un terme qui est D, qui est défini par cette seconde équation, cette seconde égalité. Hein. Donc, en fait, j'introduis un terme D, qui va apparaître après, donc c'est pour ça que je vous en parle, comme le déterminant du jacobien divisé par moins PLY. D'accord? C'est un intermédiaire de calcul, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais quand vous avez cet intermédiaire de calcul, ça facilite le calcul et ça facilite l'interprétation des formules. D'accord? Voilà l'inversion du jacobien. Voilà, je présente l'inversion du jacobien dans cette ligne de matrice. Vous devez savoir inverser une matrice de 2. Pour faire ça, il faut savoir inverser une matrice de 2. Pas la mer à boire. D'ailleurs, il faut savoir même aller un tout petit peu plus loin. Il faut arriver jusqu'à 3,3. Et pour le reste, après 3,3, enfin vous ne rencontrerez jamais ça dans un sujet d'examen, donc rassurez-vous, mais vous rencontrerez ça peut-être dans votre vie. Alors là, il y a un très bon cours de mathématiques, vous avez une formation en informatique qui vous permet de penser, qui vous fait penser aux logiciels qui permettent de faire des inversions de matrices. Donc je vous laisse ce travail passionnant et je m'intéresse moi uniquement aux questions macroéconomiques. Alors, il reste une étape, voici l'inverse du jacobien. On peut l'exprimer comme ceci, c'est celle que je vais utiliser, 1 sur D multiplié par cette matrice-là, et on peut terminer le calcul en faisant la multiplication moins J moins 1 que multiplie A. Donc, moins J moins 1, voilà l'inverse du jacobien, multiplié par A, voici la matrice A. J'ai identifié tout le monde. Là, il n'y a aucun secret et aucune matrice anonyme. Et quand je fais le produit, j'obtiens cette matrice-là, qui est la matrice des multiplicateurs. Cette matrice des multiplicateurs, ne la regardez pas avec dédain, elle va servir à dire beaucoup de choses. Voilà, donc je vous laisse revoir ce calcul. Il faut par soi-même le refaire, s'assurer qu'on le maîtrise, c'est-à-dire qu'on arrive au résultat, comprendre ce qu'on fait. Et j'arrive à maintenant l'étude des politiques monétaires et budgétaires, l'étude des politiques monétaires et budgétaires dans le modèle ISLM. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre les définitions que j'ai soigneusement introduites dans la première section. Et je vous rappelle que dans le paragraphe 3, si je me rappelle bien de cette première section, il y avait
des définitions de ce que l'on appelle les politiques monétaires et budgétaires élémentaires. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre ces définitions pour étudier l'effet des politiques monétaires et budgétaires dans le modèle ISLM. Et je vais faire un commentaire un peu détaillé des propriétés qui apparaissent. Alors d'abord, commençons par l'expansion monétaire. Alors j'imagine une politique dans laquelle la Banque centrale augmente la masse monétaire en achetant des titres détenus par le secteur privé. C'est ce qu'on appelle une politique d'open market. Alors, pour simplifier, je vais dire c'est une expansion. Je vais choisir une expansion monétaire. Et je peux commencer par essayer de voir graphiquement ce qui se passe. J'ai déjà pas mal d'informations. Déjà, je peux dire des choses graphiquement. Graphiquement, une expansion monétaire déplace la courbe LM en bas et à droite. C'est ce que je viens de dire deux diapositives avant. Et la courbe IS reste inchangée. Donc quand je fais cette hypothèse, lorsque j'étudie cette politique élémentaire, la politique monétaire d'open market, il n'y a que M qui varie dans mon modèle. Pourquoi il n'y a que M qui varie dans mon modèle alors que j'ai insisté en disant il y a une autre variable qui va bouger aussi, c'est les titres détenus par le secteur privé? Ben parce que dans le cœur du modèle, la variable B n'intervient pas. Et là, je raisonne dans le cœur du modèle. Elle intervient dans le modèle, mais pas dans le cœur du modèle. Donc ne dites pas qu'il ne se passe rien sur B. Il ne se passe rien sur B de visible dans le cœur du modèle. C'est tout. Mais dans l'économie, oui. Alors, graphiquement, une expansion monétaire déplace la courbe LM en bas et à droite, la courbe IS restante inchangée, et vous voyez les conséquences. La production augmente et le taux d'intérêt diminue. Normalement, vous devez connaître ce résultat, ou le retrouver assez facilement, puisque vous avez eu déjà des présentations du modèle ISLM. Et ici, je me paye le luxe de donner les multiplicateurs. Ces multiplicateurs, je vous le rappelle, sont des extractions de la matrice que je viens de calculer dans la diapositive précédente. Donc vous les retrouverez. Il suffit de regarder la diapositive précédente. Eh bien, les multiplicateurs, ils me disent la même chose que le graphique, mais avec des formules. Ils me disent que dy dm, comment varie dy lorsque j'augmente m, dy dm est positif. Et je peux le calculer exactement la formule qui correspond à cette dérivée. Donc ça donne un peu plus d'informations que le graphique, parce que ça permet aussi, par exemple, de déboucher sur une étude numérique ou une étude économétrique. Mais disons que l'information que je vois déjà, que j'ai déjà en réfléchissant, en regardant le diagramme ISLM, je la retrouve simplement. C'est tout simplement que cette dérivée dy dm, attention, c'est un multiplicateur que j'écris avec des dérondes, c'est une dérivée positive. Donc, la production croît lorsque on augmente la masse monétaire dans ce modèle. Et je fais le même raisonnement pour le multiplicateur dr/dm. Le multiplicateur dr/dm, qu'est-ce qui m'indique? Comment varie le taux d'intérêt lorsque j'augmente la masse monétaire? Et j'ai ici une formule qui me donne indiscutablement une valeur négative, sans ambiguïté, une valeur négative, ce que j'ai déjà trouvé graphiquement. C'est-à-dire, je vois que graphiquement, le taux d'intérêt duquel je suis parti, c'est celui-là, c'est ce niveau-là, et lorsque
je mets en place une politique monétaire définie comme je l'ai définie, ça déplace la courbe LM en bas et à droite, et je finis par avoir un taux d'intérêt R' qui est plus faible que le taux d'intérêt initial. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. On peut aller un petit peu plus loin dans l'étude des propriétés du modèle. On peut décomposer le multiplicateur monétaire de la manière suivante, en faisant apparaître. Alors, donc, dans cette décomposition, je fais apparaître les pentes du modèle des relations IS et LM, ou des courbes IS et LM, ces pentes que j'ai écrites ici, état IS et état LM. Et ça, c'est une discussion traditionnelle. Dans le modèle IS-LM, quand vous voyez les présentations de manuels, il y a toujours ça. C'est des indications sur qu'est-ce qu'on peut dire sur l'importance, l'amplitude de l'effet de la politique monétaire. Quand est-ce que ça a un effet très fort et quand est-ce que ça a un effet très faible ou pas d'effet. Et grâce à cette décomposition, comme le terme PLY, en fait, il est assez stable, hein, il est connu, en fait, c'est LY, hein, c'est une fonction à élasticité unitaire pratiquement. On verra ça dans les TD. Donc LY, c'est assez facile à estimer. Eh bien, l'amplitude l'importance, si vous voulez, la taille du multiplicateur de l'effet, va dépendre du rapport des pentes des relations ou des courbes IS et LM. Vous voyez que vous avez ici le rapport des pentes de IS et LM. Rappelez-vous que la pente de IS est négative, hein, donc 1 moins pente de IS sur pente de LM, c'est une quantité positive. La pente de IS est négative et la pente de LM est positive. Donc le terme lui-même est positif et il faut regarder quelle est sa valeur absolue en fonction des pentes de IS et LM. Vous voyez que souvent on dit qu'est-ce qui se passe lorsque la pente de IS est forte ou faible, qu'est-ce qui se passe quand la pente de IS de LM est forte ou faible. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que l'effet sur la production, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus. Hein, comment stimuler l'économie réelle? L'effet sur la production est d'autant plus fort que la pente de la courbe IS est faible et que la pente de la courbe LM est forte. Donc, si vous voulez, une première appréciation qu'on peut avoir quand on envisage de faire de la politique monétaire pour stimuler l'économie, c'est regarder au voisinage du point de départ, du point initial, si vous voulez, la situation avant toute mesure, de regarder si on est dans une partie de la courbe LM qui a une pente forte ou faible et une partie de la courbe IS qui a une pente forte ou faible. L'idéal, ce serait qu'on soit dans une partie de la courbe IS qui a une pente faible et dans une partie de la courbe LS qui a une pente forte. On voit très bien d'ailleurs dans la configuration qui est indiquée sur mon graphique dans quel cas on va avoir un effet fort et dans quel cas on va avoir un effet faible. Lorsqu'on est dans la région où la courbe LM est presque horizontale, une augmentation de la masse monétaire ne fait pas baisser les taux d'intérêt car le secteur privé ne souhaite plus se dessaisir des titres. C'est ce que l'on appelle la trappe à liquidité. Par ailleurs, si on est dans cette région-là, vous voyez qu'on va être dans le cas
la politique monétaire sera d'un effet très limité ou presque nul. Si on est vraiment dans la partie plate de la courbe LM, le déplacement de la courbe LM vers la droite ne changera pas, pratiquement pas, le niveau de Y. On va avoir une courbe IS, par exemple, qui va couper la courbe LM à cet endroit-là, et qu'on soit dans la première courbe LM ou dans la seconde courbe LM, ce sera le même point. Donc on n'aura pas d'effet de la politique monétaire sur la production. Rappelez-vous que nous sommes actuellement avec des taux très faibles, donc très vraisemblablement quasiment sur la trappe à liquidité. Vous pouvez faire de la politique monétaire ce modèle, il nous dit que ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Donc c'est pas rien. Parce qu'on se bat pour dire il faut faire de la politique monétaire, il faut faire de la politique monétaire. Quelqu'un qui connaît le modèle ISLM, même si c'est peut-être pas le bon, j'en sais rien, mais déjà si on connaît ça, on peut dire oula, mais avec des taux aussi faibles, on est sûrement très proche de la trappe à liquidité. Et par conséquent, il n'y a pas grand-chose à attendre d'une expansion monétaire sur le plan de la stimulation de l'activité réelle. Bon, c'est pas mal, parce qu'on met beaucoup d'efforts à justifier actuellement les politiques monétaires expansionnistes. Il faut savoir utiliser les enseignements des modèles. Et au passage, vous remarquez que c'est ce qui se passe. On fait une stimulation monétaire énorme, ça n'a pas l'air de vraiment avoir un effet très significatif sur l'activité réelle. Donc l'évidence elle est conforme à l'enseignement du modèle. Je n'ai pas dit que c'est l'explication. Mais en tout cas, cette explication, c'est un bon candidat, si vous voulez, parce que l'explication que j'ai dans ce modèle, de la situation actuelle, eh bien, elle est conforme à ce qu'on voit. Deuxième politique élémentaire, le déficit budgétaire. Alors, je considère une augmentation des dépenses publiques financée par une augmentation d'endettement. C'est ce que j'ai défini comme étant la politique de déficit budgétaire. C'est-à-dire par une émission de titres obligataires souscrits par le secteur privé. Et je donne la condition, ici je reprends la condition que
j'ai proposé pour définir cette politique élémentaire. Eh bien, graphiquement, je peux aussi encore raisonner ici. Une expansion budgétaire déplace la courbe IS en haut et à droite, LM restant inchangé. Et donc, je vois tout de suite, graphiquement, les conséquences au moins qualitatives d'une mesure de ce type. Il va y avoir, je peux attendre de cette politique élémentaire une augmentation de la production et une augmentation du taux d'intérêt. La matrice des multiplicateurs, le calcul des multiplicateurs me donne également les dérivés, me permettent de juger et de me mettre sur la voie d'une mesure quantitative, si vous voulez. Les dérivés de Y et de R par rapport à G. Et ce que je vois, c'est que dy dg est positif et que dr dg est positif également. Donc pour établir ces inégalités, je fais appel simplement aux hypothèses qu'on a fait sur les dérivés partiels de H et de L. Et je retrouve naturellement le résultat que j'ai déjà trouvé sur l'étude du diagramme. Alors, le multiplicateur budgétaire, c'est-à-dire dy dg, appelons ça le multiplicateur budgétaire, mais vous voyez, il y a beaucoup de multiplicateurs, donc il faut faire attention, il vaut mieux dire explicitement dy dg. Mademoiselle, si vous avez une déclaration à faire, je pense que ça devait être une déclaration privée, hein, mais si vous avez une déclaration publique, vous la faites à haute voix. Et les déclarations privées, elles peuvent attendre la fin du cours. Vous devez maîtriser vos pulsions. La déclaration personnelle, intime, en cours. Après. Ou alors, si vous voulez la parole, je vous la laisse. Donc, si vous voulez prendre la parole ou poser une question, c'est le moment. Donc, je continue. Il est possible de décomposer le multiplicateur dy dg, qu'on appelle souvent de manière raccourcie multiplicateur budgétaire, mais c'est dangereux parce qu'il y a d'autres multiplicateurs budgétaires. Donc dy dg, on peut le décomposer comme le produit de 1 sur 1 moins hy. Ça, c'est une formule qui est connue. Ça rappelle le multiplicateur qu'on voit au début de l'apprentissage de la macroéconomie. Quand on commence la macroéconomie, on vous dit le multiplicateur c'est 1 sur 1 moins c.
Et ça rappelle ça. Mais ici, vous voyez, dans ce modèle ISLM, c'est déjà un peu plus compliqué. Cette partie, ce ratio, hein, 1 sur 1 moins HY est multiplié par un terme qui fait intervenir les pentes des courbes IS et LM. Là encore. Et ce ratio qui est ici, vous voyez, ce terme qui est ici, il est compris entre 0 et 1. Il est compris entre 0 et 1. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Au fond, on est en train de dire que ce multiplicateur qu'on a beaucoup admiré, qui nous fascinait, 1 sur 1 moins C ou 1 sur S, lors de nos premiers pas en macroéconomie, là, il commence à être un peu tourmenté, il peut être un peu remis en cause, parce que l'effet dy dg, c'est pas 1 sur 1 moins hy, c'est 1 sur 1 moins hy multiplié par quelque chose qui est compris entre 0 et 1. Donc c'est plus petit que 1 sur 1 moins hy. Et évidemment, il y a encore